Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La pandémie, c'est le moins qu'on puisse dire, a poussé l'État à s'imposer partout dans nos vies avec ses contraintes et interdits pour limiter la propagation du virus. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, nous l'avons compris. Mais ils furent nombreux à s'inquiéter de la multiplication des mesures tatillonnes qui versaient à leur avis dans l'absurde, d'autant que cette tendance à l'infantilisation de la société, souvent pour des raisons hygiéniques, ne date pas d'hier, comme le démontre Mathieu Laine dans son livre justement nommé « Infantilisation, cet état nounou qui vous veut du bien ». Je le reçois aujourd'hui pour en parler. Mathieu Laine, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, une question première tout simplement à propos du titre de l'ouvrage. Qu'entendez-vous par infantilisation? Qu'est-ce que ce processus social que vous appelez infantilisation dans nos sociétés? Alors, c'est un processus qui date de bien avant la pandémie. J'y avais d'ailleurs consacré un ouvrage qui était mon premier essai il y a 15 ans, qui s'appelait La grande nurserie, en finir avec l'infantilisation des Français. Même si je parle des Français, je considère d'ailleurs que le sujet que je traite, et c'est le cas dans l'infantilisation, est vraiment propre à l'Occident, au moins à l'Occident. C'est le phénomène qui veut que l'État, qui a été inventé dans un premier temps pour nous protéger sur le plan de la sécurité corporelle et de la sécurité des biens, qu'on pourrait qualifier d'État régalien, a grandi ensuite, je vais aller vite, et s'est déployé pour être un État social, disons État-providence, mais que ces derniers temps, et là je compte en décennies, l'État, à force de grandir, à force de grossir, à force aussi d'être dans une situation complexe vis-à-vis de la dépense publique, parce qu'on dépense. D'ailleurs, on voit le niveau d'endettement qui ne cesse de monter. Il fallait inventer quelque chose d'autre, et l'État a fini par nous promettre de nous prémunir contre le risque. Et dès lors, il a adopté un certain nombre, pas seulement de normes, même si évidemment il y en a beaucoup, mais aussi des attitudes, même une langue, un langage, qui fait que l'État, ses instances, je parle à la fois du politique, mais aussi de l'administration, la bureaucratie, ne cesse de venir nous dire « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous », je suis un peu comme un père, mais aussi comme une mère. Il y a une forme de maternage public qui n'a cessé de se déployer ces derniers temps. Et nous serions en quelque sorte, nous les citoyens, les enfants, avec une capacité moindre et nous pourrions nous retourner en permanence vers l'État pour nous prémunir contre quelque risque que ce soit. Oui, alors justement, il y a cette idée, vous l'évoquez, qu'au début, plusieurs de ces mesures utilisées par l'État semblent une par une plutôt sensées. Ils donnent de bons conseils, ils donnent de bonnes recommandations, mais il y a un effet d'accumulation que vous démontrez, c'est-à-dire tous les domaines de l'existence en viennent à être balisés par cet État nounou, par cet État qui nous infantilise, donc que ce soit sur les routes, que ce soit ce que nous devons manger, que ce soit la manière dont nous devons nous comporter. Pendant la présente pandémie, la santé publique en certains endroits expliquait aux gens comment ils devaient faire l'amour en temps pandémique pour éviter la propagation du virus. Donc, comment fonctionne la logique de cette infantilisation de quelques mesures qui peuvent sembler sensées jusqu'au quadrillage intégral de l'existence? Alors, comme toujours, vous avez les mots justes pour qualifier les événements et les faits de notre temps. C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est vrai que pris isolément, et c'est en cela que cette dynamique de l'augmentation du pouvoir de maternage de l'État pose problème, c'est que isolément, c'est l'empire du bien en quelque sorte. C'est toujours difficile de lutter contre le bien. Chaque mesure est là prise pour nous protéger et nous prémunir d'un certain nombre de risques et nous dire en quelque sorte ce qu'il faut faire si on se comportait bien. Cela dit, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, un peu comme quand on est face à un tableau impressionniste que nous regardons d'un peu trop près et que nous faisons quelques pas en arrière et que là tout à coup la situation devient compréhensible, on se rend compte
qu'à force d'intervenir sur des détails de notre vie, j'en donnerai quelques exemples juste après, l'État, ses structures, son intervention, elle vient quasiment, comme vous l'avez très bien dit, jusque dans notre chambre à coucher, et que nous sommes rentrés dans une dynamique qui est très infantilisante, qui considère que nous ne savons pas, nous ne saurions pas nous débrouiller tout seuls, et qui me fait penser à une bande dessinée. Je suis plutôt un lecteur de littérature, mais j'ai découvert une bande dessinée qui a été écrite et dessinée par Griffo et Vanham, qui s'appelle SOS Bonheur, que je recommande à nos auditeurs, qui est une bande dessinée assez extraordinaire, très prospective d'ailleurs, puisque elle a été écrite et dessinée il y a près de 25 ans, et qui met en scène une société dans laquelle une jeune fille se lève le matin chez elle et voit débarquer la police de la santé qui vérifie à la fois quels vêtements elle porte, si elle a bien habillé son enfant au regard de la température et de l'humidité à l'extérieur, et qui, dans le prolongement de sa journée, se retrouve dans un métro dans lequel il est indiqué un baiser égale 1 million de gènes. Vous savez, cette espèce de germes, pardon. Un baiser égale 1 million de germes. Et donc cette espèce de volonté de nous prémunir, y compris par l'écrit, de tout risque potentiel. Elle est évidemment masquée. Nous ne sommes pas dans une période de pandémie. Elle est évidemment masquée. Et quand elle va au restaurant, le menu qui lui plaît, avec peut-être quelques frites ou quelques bonnes sauces, lui est interdit parce que la sécurité sociale, ayant toutes les informations sur son cas, lui dit qu'en réalité, il lui faut une bonne feuille de salade. Et ainsi de suite, il y a une espèce de succession de choses. Alors ça nous paraît évidemment sans doute assez grotesque encore. Cela dit, je pense que nous ne cessons d'avancer vers cela. Regardez la manière dont nous avons géré cette pandémie. Comme vous le disiez très bien en introduction de cet entretien, loin de moi l'idée que l'État ne devait pas intervenir. Même les plus libéraux, Hayek par exemple, écrivaient que face à une épidémie, il est bien légitime que l'État intervienne pour nous prémunir de ce risque majeur qu'est celui de la diffusion d'un virus et pour ralentir ou freiner la propagation d'un virus. Cela dit, ce que je dénonce, ce sont les excès de l'intervention, le précautionnisme, la précaution qui devient une idéologie liberticide. Et si nous regardons, si je prends des exemples plutôt de mon côté de l'Atlantique, nous nous sommes quand même retrouvés à devoir rédiger des déclarations ou des autodéclarations pour faire le tour de chez nous, simplement. Et si nous étions arrêtés et que nous n'avions pas rempli ou que nous n'avions pas coché la bonne case, voire nous l'avions écrit avec un crayon qui n'était pas un crayon à encre, nous avions une amende. C'était quand même totalement ubuesque. Donc ils ont réveillé Ubu. On avait interdit, ce qui était d'ailleurs à mon sens une erreur, on avait fermé les librairies, et bien pour que dans cette dynamique qui est à la fois précautionniste et égalitariste, ils se sont retrouvés alors que nous étions en train d'affronter la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des hordes de fonctionnaires qui bâchaient ou s'assuraient que les supermarchés avaient bâché les biens non essentiels qui devaient être interdits à la consommation. Cette succession, j'en ai plein d'autres, vous savez, il y avait une interdiction par exemple pour les étudiants de se retrouver à l'université, mais si vous aviez 19 ans, vous pouviez pas vous retrouver à 50 dans un amphi de 1200 places. Si vous aviez 19 ans mais que vous étiez en classe prépa, vous pouviez être à 50 dans une classe de 50. Bref, cette espèce de folie de la bureaucratie qui vient dans le moindre détail de nos vies, à la fois dans cette pandémie, mais en réalité en dehors de la pandémie, et toute personne qui regarde bien son quotidien s'en rend compte, c'est l'État qui ne cesse de progresser chez nous. Et un dernier point à cet égard, Tocqueville a écrit des pages absolument sublimes à cet égard. Il avait, encore une fois, anticipé ce qui allait advenir dans nos démocraties, et cet empire du bien, il l'a, hélas, très bien décrit, et nous y sommes plongés. Dans votre ouvrage, vous montrez qu'il y a une forme, je sais pas si c'est un paradoxe, peut-être est-ce le bon terme, c'est-à-dire d'un côté, il y a l'État qui prétend vouloir multiplier ses domaines d'intervention, mais pour autant, la connaissance qu'il a de l'intimité de la société, de tous les rapports sociaux, est assez limitée en dernière instance, c'est-à-dire il y a une illusion du contrôle social total, c'est-à-dire il nous serait possible de tout réguler, mais le pouvoir politique n'est jamais conscient des millions, des milliards d'interactions qui font une société, qui lui permettraient d'avoir
d'avoir une régulation justement éclairée. Donc, comment expliquer néanmoins que l'État se donne le droit de toujours s'étendre s'il est néanmoins conscient, on peut le supposer, que sa connaissance de la société demeure trop limitée pour que son action soit toujours aussi efficace qu'il ne le souhaiterait? Eh bien, il y a un paradoxe véritable, et ce mot est très juste, c'est que d'une part, le politique, j'allais dire par nature, l'homme le plus, ou l'homme ou la femme la plus intelligente du monde, qui fût-elle ou qui fût-il, ne saurait pas, c'est de l'évidence, hein, pardon de le rappeler, mais ne pourrait gérer la vie dans le moindre détail d'un grand nombre de personnes. Tout simplement parce que notre existence est faite d'une multiplicité, d'une complexité que l'on ne peut écraser ou effacer juste parce que la décision serait prise par quelqu'un qui aurait été élu et qui, par la magie d'une élection, serait désormais supposé plus lucide ou plus conscient ou en capacité de décider davantage ou mieux qu'à notre place. Le vrai paradoxe est double d'ailleurs, c'est que la dynamique que je déplore est une dynamique qui n'est pas simplement le fruit de la proposition politique. C'est vrai que les politiques sont entrés dans une danse, à mon avis, mortifère de surenchère de la protection et de la précaution, qui fait, on en parlera sans doute un peu plus tard, que ça enferme les politiques dans le dégagisme, parce que à force de promettre de répondre à des ambitions aussi folles que celles du risque zéro quasiment, vous finissez par décevoir les électeurs, et là vous avez toujours quelqu'un qui viendra en face promettre davantage. Le problème, c'est que si le politique fait cela, c'est d'une part, je pense, de manière consciente, parce que c'est toujours bon, en quelque sorte, de se présenter comme étant l'agent du bien. Et donc, cela permet d'abord d'avoir bonne image, alors que le politique a plutôt mauvaise image, et ça lui donne un pouvoir supplémentaire par rapport à un politique qui dirait « je m'occupe uniquement de la partie régalienne des choses et d'aider ceux qui en ont vraiment besoin par la redistribution, et je ne fais pas plus, le reste, c'est la société qui s'en charge, je n'ai pas à intervenir. » Mais en face de cela, vous avez des citoyens qui, de plus en plus, s'organisent pour demander une intervention publique. Et il y a une espèce de cercle vicieux qui s'instaure entre le politique, l'administration et le citoyen, en tout cas pas tous, bien sûr, une partie des citoyens, qui mettent une pression supplémentaire. Et je crois même que cette logique s'auto-alimente véritablement, au sens où plus vous déresponsabilisez une personne, plus vous la considérez comme un enfant, pour reprendre l'image de l'infantilisation, moins il est en capacité de se débrouiller seul face à une difficulté, puis il se retourne vers sa mère ou vers son père, ou vers sa nounou, et donc c'est la même chose, la même dynamique. Dès qu'on a une difficulté, on se retourne non pas vers soi, vers sa famille, son entourage, ou l'association du coin pour le régler, mais bien vers le politique, en considérant d'ailleurs que tout est dû. Et donc il y a une dynamique d'enfants, mais pas seulement d'enfants, mais d'enfants un peu gâtés, qui alimente cette demande d'intervention publique massive. Et je crois qu'il faut la dénoncer parce que, d'abord, c'est vrai que quand on lit des auteurs comme Friedrich Hayek, par exemple, qui s'inspirant des scolastiques espagnols, a réinvité dans le débat intellectuel le fait d'un ordre spontané qui existe par l'effet de l'exercice de la liberté individuelle. La liberté, ça peut faire peur, surtout quand on sort d'une pandémie, c'est la levée d'écrou, ça fait peur à tout le monde de retrouver la liberté, il y a une sorte de vertige de la liberté. Alors qu'en vérité, la liberté, elle est créatrice d'un ordre. Quand vous laissez les êtres s'entendre entre eux, travailler entre eux, échanger entre eux, puisque nous sommes différents tous, nous échangeons entre nous, on voit bien qu'il y a un ordre qui se crée. Je vais vous donner un seul exemple. À l'époque où il y avait encore des restaurants et des magasins ouverts, à déjeuner, quel que soit l'endroit du monde, en tout cas dans les pays occidentaux, pour ceux qui à minima en ont les moyens, vous pourrez à nouveau bien sûr bientôt trouver tout type de nourriture à tout type de prix. Et pour autant, personne n'a orchestré cela en amont. Et il y a une espèce de folie, en quelque sorte, de venir considérer, qui a été très bien souligné aussi par Mario Vargas Llosa dans son dernier livre. Il y a une espèce de folie à considérer que quelques personnes, parce qu'elles auraient été élues, de même que dans le passé, en tout cas dans mon pays,
quelques personnes, parce qu'ils étaient le fils ou la fille du roi, avaient ou auraient aujourd'hui l'espèce d'extrême lucidité pour décider à notre place. Et donc il faut à la fois revenir, à mon sens, à une forme de modestie du pouvoir et en même temps d'ambition du pouvoir, parce que si on resserrait l'État sur les fonctions essentielles, que sont les fonctions de protection de la sécurité, donc sécurité, défense, mais également de formation des générations futures, parce que c'est par l'égalité des chances qu'on sort un pays des difficultés. Et donc, école, université, formation professionnelle et de la redistribution, parce que nous ne sommes pas des libéraux caricaturaux ou anarchistes, en se disant qu'en revanche, il faut concentrer la redistribution uniquement sur ceux qui en ont besoin, nous remettrions véritablement l'État à sa place, à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit savoir faire. Là où aujourd'hui d'ailleurs, il pêche un peu par inefficacité, on réconcilierait la liberté et l'efficacité, et d'autre part, on redonnerait de l'air, en quelque sorte, à des citoyens, et aussi l'opportunité et la chance de reprendre un peu confiance en soi et de redevenir les adultes qu'ils n'auraient jamais cessé de devoir être. Alors, nous reviendrons très bientôt sur la pandémie, mais j'aimerais vous poser une question parce que vous êtes revenu à 2 reprises sur le fait que les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont élus qu'ils sont en position d'avoir un jugement particulièrement éclairé sur la société. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que le pouvoir qui tend à s'étendre, c'est davantage celui d'une bureaucratie qui, en dernière instance, se déploie, s'étend, quel que soit le gouvernement au pouvoir, même si à l'occasion, les peuples votent pour des gouvernements, pour des partis qui chercheraient à freiner la bureaucratie, qui chercheraient à la limiter. Des gouvernements de centre-droit, des gouvernements conservateurs ont été élus, des gouvernements libéraux ont été élus en Occident ces dernières décennies, et au mieux, ce qu'ils ont pu faire, c'est ralentir le déploiement de la bureaucratie. Donc, en dernière instance, est-ce que le pouvoir hégémonique, c'est véritablement celui des élus, ou est-ce que ce n'est pas aussi peut-être même d'abord celui des bureaucraties qui toujours s'étendent? Très belle question, une fois encore. Il y a 2 éléments dans cette réponse, dans cette question et donc dans la réponse. Et je pense qu'aujourd'hui, l'infantilisation, en tout cas chez moi, elle est de tous les partis. Donc c'est vrai que dans d'autres pays où vous avez eu des expériences qui sont, disons, plus avec l'ambition de remettre l'État à sa place. En France, sincèrement, sans être trop caricatural, sous la Ve République, depuis Pompidou, on peut pas considérer qu'il y ait eu beaucoup de tentatives pour réduire la part de l'État et de la fonction publique dans nos vies, bien au contraire. Ça se lie assez bien dans l'évolution de la courbe de la dette, ça se lie assez bien dans le nombre de normes qui sont produites chaque année, et malheureusement, de même que Hayek disait le socialisme est de tous les partis, je dirais aujourd'hui que l'infantilisation est de tous les partis. En revanche, j'essaie de ne pas être ni sombrer dans le wishful thinking, ni être totalement défaitiste, mais je crois quand même, comme Jean-Baptiste Say disait, croyez à cette idée que c'est l'offre qui crée la demande. Je pense qu'également en politique, c'est l'offre qui crée la demande, et je pense que paradoxalement, le pays est mûr pour que, et plusieurs pays en Occident sont mûrs, pour qu'il y ait une offre aujourd'hui qui vienne dire, non pas il faut faire disparaître l'État, ce qui n'a évidemment aucun sens, mais remettons-le véritablement à sa place. Donc ça, c'est vraiment l'idée que c'est de tous les partis. Après, ce qui est vrai, c'est que la logique même de la bureaucratie, la logique propre de la bureaucratie, elle est très tenace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut évidemment, il faudrait que, comme Ulysse, le politique futur se lie les mains et puisse oser aller contre cette dynamique de la solution par la bureaucratie. Pourquoi ? Parce que le mal vient essentiellement du mélange du centralisme et du morcellement. C'est-à-dire qu'on a les inconvénients des 2 mécaniques. Le centralisme, parce que tout est centralisé, c'est toujours la même logique. Quelques-uns décideraient très très loin de la vérité locale et donc se tromperaient. Et d'autre part, le morcellement, c'est-à-dire qu'on crée un grand nombre d'organismes. Alors dans la santé publique, c'est absolument abominable, et qui fait qu'en fait, on déresponsabilise à tous égards. Et donc la solution n'est pas si simple. Elle ne passe pas simplement
par le fait que nous décentralisions, par exemple. On a de très mauvaises expériences de décentralisation où vous remettez de l'État ou de l'équivalent État à tous les étages. Je pense qu'il faudrait repartir à l'inverse, c'est-à-dire le vrai principe de subsidiarité. C'est le vrai principe d'ailleurs de la démocratie, c'est que le pouvoir, comme disait Robke, qui est un ordolibéral, le pouvoir vient du peuple, vient d'en bas. Le libéralisme par le peuple, c'est le pouvoir est au peuple. Quand vous laissez les citoyens se débrouiller et se déployer comme ils l'entendent. Quand ils sont face à une difficulté, ils remontent à l'échelon supérieur, qui est à la fois la famille, bien sûr, mais aussi l'association. Et puis, s'il y a encore des difficultés, on remonte à la commune, et puis de ci, de là, on remonte au pouvoir central. Aujourd'hui, malheureusement, la logique est un peu toxique. On a le sentiment que tout vient d'en haut, et si on a un bout de pouvoir à la fin, on a déjà de la chance. Le fait que le pouvoir qui est entre les mains des citoyens n'est pas un résidu d'un pouvoir qui aurait été distribué d'en haut avec la grande générosité d'un souverain, mais un pouvoir que nous avons entre les mains et que nous avons le pouvoir de déléguer à un moment ou à un autre, serait un vrai effort conceptuel. Il faut donc se réconcilier avec la subsidiarité qui me paraît être la clé de la réforme de la structure publique dans les pays occidentaux à venir. Alors nous l'avons évoqué plus tôt, nous sommes en pandémie, nous en sommes tous conscients, et des mesures d'exception ont été établies. Les premières d'entre elles étaient acceptées. Maintenant, il y a un débat dans nos sociétés pour savoir si le confinement va trop loin, et ainsi de suite, dans quelle mesure le confinement est légitime. Il n'en demeure pas moins qu'une chose me frappe à travers tout cela, au fil de l'histoire, c'est qu'il n'y a rien de plus durable qu'une mesure temporaire. Hein. Rien n'est plus pérenne qu'un impôt temporaire, qu'un impôt provisoire. Est-ce qu'on ne risque pas, dans la présente pandémie, au terme de la présente pandémie, de voir plusieurs des restrictions, plusieurs des contrôles, plusieurs des normes qui auront été établies, plusieurs de ces normes demeurer, rester, continuer de façonner nos vies, même si la pandémie sera derrière nous? Est-ce qu'on ne risque pas, autrement dit, de conserver l'état sanitaire dans une société qui serait délivrée de la COVID? Je le pense et je le crains. Alors, je pense qu'au lendemain de la pandémie, quand véritablement elle sera derrière nous, il y aura quand même un mouvement de liberté. Comme après une guerre, après une épidémie, il y a une espèce d'envie de rattrapage qui va normalement se déployer dans les sociétés et qui fera que nous aurons un rattrapage économique, un rattrapage culturel, un rattrapage comportemental. Et cette envie-là, nous l'avons tous en réalité dans notre chair et on attend que cela. En revanche, il faut faire effectivement assez attention à la manière dont le pouvoir va restituer les droits que nous avions et qu'il a réduits pour freiner la propagation d'un virus. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, par sa nature, par de là même les hommes et les femmes qui le détiennent, le pouvoir a toujours une difficulté à rendre ce qu'il a saisi. Et c'est ce que vous décriviez très bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis inquiet de la démarche d'infantilisation, cette espèce de tyrannie du bien qui ne cesse par l'hygiénisme ou le maternage de vouloir contrôler de plus en plus nos vies pour notre bien. Pourquoi ? Parce que en réalité, c'est un chemin de servitude, je le crois. Et notre civilisation, si elle a véritablement progressé à ce point depuis 200-300 ans, c'est précisément parce que nous avons eu cette alliance entre le droit, l'état de droit, d'une part, et qu'il faut évidemment préserver, et d'autre part, le déploiement du couple vertueux qu'est la liberté, la responsabilité, qui déploie ensuite les marges d'innovation et de création. Aujourd'hui, notre chemin n'est pas un chemin de liberté. Notre chemin naturel avant même la pandémie était déjà un chemin de servitude. Alors je ne fais pas partie de ceux qui considèrent ou qui disent de manière provocatrice ou parce qu'ils le penseraient, à mon sens à tort, que nous vivons dans des dictatures. Je pense que ces gens devraient aller faire un stage chez Maduro ou en Corée du Nord pour percevoir ce que c'est que d'être véritablement privé de liberté. Ce n'est pas mon propos. En revanche, je pense que nous devons en appeler à la conscience d'un certain nombre de citoyens qui doivent
d'abord avoir une espèce d'éthique personnelle, ne pas se retourner en permanence vers le politique pour régler les problèmes qui sont les leurs, et en tout cas ne se retourner vers eux qu'à bon escient. Et par ailleurs, le politique qui doit cesser de proposer en permanence, parfois même de manière préemptée, anticipée, des gratuités, des solutions, des interventions à tous égards, qui, à mon sens, assèchent la responsabilité et la liberté individuelle et nous mènent sur un chemin de servitude. C'est pas juste une formule, hein. C'est que, à force de se déshabituer à la liberté et la responsabilité, on finira, et c'est d'ailleurs, on le voit parfois, le cas dans certains pays, par voter pour des politiques qui proposeront des vrais chemins liberticides, qui proposeront de réduire véritablement des droits fondamentaux, voire même qui n'hésiteront pas à un moment ou à un autre à instaurer un vrai despotisme. Et donc, les siècles précédents ont connu des despotismes. Nous n'avons pas été inoculés d'un vaccin qui nous prémunirait à l'avenir du despotisme. Il faut véritablement faire attention à cela. Et je dois avouer que je suis toujours un peu étonné du fait que ces discussions-là ne sont pas si fréquentes dans une campagne présidentielle, par exemple, une campagne parlementaire, politique en fonction des pays. Le discours de liberté est assez marginal, on ne l'entend pas beaucoup. Et donc mon espoir avec ce livre, cette mobilisation et le fait que nous soyons un certain nombre à porter ces idées tout de même, c'est que de même en France, par exemple, pour la prochaine présidentielle qui va avoir lieu dans un petit peu plus d'un an, de même que les écologistes ont la dernière fois réussi à imposer leur thème et à pouvoir demander à chaque candidat quels seraient leurs engagements potentiels au soutien de l'environnement, j'aimerais que nous puissions demander à chaque candidat ce qu'ils vont proposer de faire pour restaurer la liberté individuelle, bien ramener l'État à sa place. L'État, comme une rivière, est sorti de son lit, il faut le remettre à sa place et à cette occasion-là, voir comment on peut transformer et réformer et faire mieux que ce n'était avant la pandémie. Alors justement, vous l'évoquez, l'infantilisation ne date pas d'hier. Vous avez utilisé cette belle formule dans votre livre, vous l'avez utilisée dans notre entretien, que le citoyen a désappris la liberté. C'est-à-dire, à force de vivre dans un régime d'infantilisation, l'habitude de la liberté se perd, peut-être même que le désir de liberté se perd. Alors, il y a une dimension qui n'est pas que politique dans votre propos, il y a une dimension qui est culturelle. De quelle manière, tout en sachant que le régime politique façonne les désirs, façonne les attentes de la population, dans quelle mesure peut-on réapprendre la liberté? Peut-on retrouver le goût de la liberté dans des sociétés qui trouvent un certain confort en dernière instance à ce que Tocqueville aurait peut-être appelé un despotisme doux? La formule est peut-être trop dure, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une habitude de la population dans les paramètres d'un État-providence qui toujours rééduque, un État qui en fait a dépassé depuis longtemps ses fonctions sociales, qui prétend rééduquer tous les domaines de l'existence. Comment retrouver le goût de la liberté dans des sociétés qui, politiquement, s'y sont déshabituées? D'abord, il faut que nous battions sur des sujets forts qui sont des sujets sur lesquels la liberté est véritablement menacée. Prenez un sujet que vous connaissez mieux que moi, le wokisme, si je puis dire, l'idée que dans l'université, il y ait une atteinte à la liberté d'enseigner, de penser, et à ce trésor magnifique qui est la confrontation des idées contraires sur un terrain pacifique, tout en étant passionné, pourquoi pas, mais que nous ne soyons pas en situation de voir des universitaires ou supposés universitaires interdire, retirer la parole à d'autres. Il y a des principes fondamentaux qui sont le socle de notre démocratie, et ça fait partie des sujets sur lesquels je pense qu'il faut se mobiliser très fortement. Et je sais, Mathieu, que vous êtes un acteur de cette réflexion et j'y suis extrêmement sensible. Et je dirais d'ailleurs, je noterai au passage que quand on vient nous dire, par exemple, qu'il ne faudrait plus lire Tintin au Congo parce qu'il y aurait une lecture du monde qui ne correspondrait pas et qui ne correspond objectivement, d'ailleurs, nous le pensons bien, plus à ce qu'est le monde aujourd'hui, nous interdire de le lire, c'est nous prendre pour des enfants. Là aussi, c'est une forme d'infantilisation. C'est considérer que nous ne serions pas suffisamment matures, mûrs et responsables pour aborder une œuvre culturelle ou historique avec le recul de l'expérience et sans tomber dans une lecture qui porterait soi-disant au racisme. Donc ça, il y a pas que ce sujet-là, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut se mobiliser. Dans le prolongement de ce raisonnement, je pense que
comme dans toutes les batailles des idées, il ne faut pas abandonner la bataille de la liberté. On a trop souvent eu le sentiment, peut-être que cette pandémie pourrait être une opportunité paradoxale en quelque sorte, c'est que beaucoup de citoyens, de gens ont vécu dans leur chair la privation de liberté. Et dès lors, cela pourrait, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, cela pourrait être une opportunité, quelque part, sur le plan philosophique, sociétal et politique, d'aller vers ces gens en leur disant, vous voyez, vous comme moi d'ailleurs en quelque sorte, nous étions à considérer que la liberté était acquise, que c'était comme l'eau que l'on boit, comme l'air que l'on respire, c'était quelque chose de gagné, et que certes, nous avons conscience, ou plus ou moins conscience, que nos aînés ou certains de nos aînés sont morts pour défendre la liberté, mais que ce n'est plus un combat qu'il faut mener. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris, ou beaucoup de gens ont compris, qu'il y avait là véritablement un sujet à défendre. Donc la bataille des idées, j'y crois véritablement. Et puis, un autre élément, mais qui là touchera tout le monde, je pense qu'il faut éclairer le fait que la sortie de pandémie sera à la fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, un moment d'enthousiasme et de joie, mais sera aussi très certainement un moment de peur. Pourquoi ? Parce que de même que quand un prisonnier sort de prison à la levée d'écrou, il a cette espèce de peur de la liberté. Et je ne veux pas qu'on mésestime cette sensation qui veut que, quand j'ai vu notamment que bon nombre de citoyens étaient certes défavorables à des mesures liberticides, mais dans le même temps étaient en majorité favorables à un confinement. Je dois dire que ça m'a interpellé. Il faut faire attention à ce que nous ne prenions pas de mauvaises habitudes. Un pays ou une société qui proposerait à des citoyens d'avoir la quasi-intégralité des décisions qui soient prises par quelques-uns, par d'autres, ça finit comme dans 1984, c'est-à-dire que ça finit mal. Une dernière question avant de nous quitter. Quand on pense à l'histoire du 20e siècle, on constate que les libertés ont été défendues en s'accouplant à la défense souvent d'identités historiques. Je pense à chacun de ses héros, mais Solzhenitsyn, le général de Gaulle, Churchill ont su tenir tête au totalitarisme en s'ancrant dans des valeurs religieuses, nationales, civilisationnelles, toute une série de valeurs qui aujourd'hui par ailleurs ont mauvaise réputation. Déplaçons-nous vers les temps présents. Est-ce qu'on peut dire que les libertés pourront d'autant mieux être défendues si on s'assoit si on les appuie sur un certain art de vivre? Et là, je pense vraiment à la France ici. C'est-à-dire, il y a un art de vivre à la française, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans la culture, que ce soit dans une forme de pays qui est à la fois monarchiste et anarchiste tout à la fois. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'infantilisation des sociétés aujourd'hui, dans la prétention de les rééduquer au nom du bien, dans la prétention d'imposer, par exemple, sur le plan artistique, une forme de réalisme diversitaire qui succède au réalisme socialisme d'hier, est-ce qu'il n'y a pas dans cette espèce d'idéologie quelque chose qui agresse, au-delà même de la liberté en soi, l'art de vivre à la française? Et de ce point de vue, est-ce que c'est pas en défendant l'art de vivre de nos sociétés qu'on pourra le mieux concrétiser ou incarner la défense des libertés? Vous n'avez pas tort. Je pense qu'il y a là une source qui ne peut pas être unique, mais qui est intéressante pour résister. Pourquoi ? Parce que finalement, on pourrait définir un chemin qui réconcilierait une forme de patriotisme, de conservatisme aussi, puisqu'on conserverait un certain nombre de nos façons de vivre, plutôt que de les voir écrasés, aplanis par des comportements qui voudraient nous imposer le fait qu'il faudrait manger tel ou tel produit et pas tel autre, qu'il faudrait moins boire, peut-être moins fumer à plein d'égards, etc. Donc l'idée n'est pas de faire l'apologie de comportements qui seraient dangereux, mais de laisser quand même une part de liberté à tout cela. L'hygiénisme est quelque chose qui est très inquiétant, parce que la vie qui serait la vie choisie par des médecins publics qui décideraient ce que devrait être notre vie, ce serait pas forcément une vie que vous et moi nous aimerions vivre, pour être honnête. Il y a quand même quelques écarts qui font partie du bonheur de notre quotidien. Et c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller appeler à ce comportement presque gaulois, qui en appelle à, comme l'avait dit, paraît-il,
Pompidou, mais c'est une formule peut-être apocryphe, arrêtez d'emmerder les Français, en quelque sorte. Et donc, il faut qu'on puisse continuer à vivre comme on le souhaite, avec la bonne chair et donc cette capacité à aller chercher les bons produits et à ne pas être en permanence obsédé par l'hygiène, en tout cas l'hygiénisme, l'idéologie de cette sanitaire. Cela dit, encore une fois, faisons-le en démarche de liberté. Moi, que les uns et les autres soient très ascétiques ou à l'inverse, je veux dire, moi, je pense que la liberté doit être laissée bien davantage. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas informer sur certains risques potentiels. L'information minimale me paraît légitime. Cela dit, le bon sens est encore bien présent. Il ne faut pas désapprendre le bon sens. Faisons attention à ce que la sphère publique, à tout le moins, ne vienne pas détruire et nos libertés et nos civilisations pour que notre vie soit soi-disant sous le soleil du bien. Mathieu Laine, c'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien, aux presses de la Cité. Mathieu Laine, merci. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.